choix chaque samedi de vous présenter, mesdames, messieurs, votre émission en vie de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV. Merci à tous de votre fidélité, d'écouter, de nous faire confiance. Chaque samedi, nous recevons dans cette émission en vie de la diaspora des invités de marque qui acceptent de nous donner également leurs invitations et de leur temps. Surtout, mesdames, messieurs, on les reçoit par Duplessis aujourd'hui, deux hommes et également intellectuels de notre Afrique, de notre continent noir et que nous recevons, nous avons le privilège de recevoir dans notre émission aujourd'hui Avis de la diaspora. Aujourd'hui donc, le menu de cette émission concernera la révision des contrats entre l'Union africaine et l'Union européenne. En seconde partie, nous parlerons également des défis des dialogues en Afrique. Et ceci avec nos invités de ce jour qui ne sont que deux personnes qui me tiennent tellement à cœur et qui nous honorent également de la présence en ligne aujourd'hui. Alors, monsieur Serge Leguedayen, il est le président d'un parti politique qui fait partie de l'opposition en République centrafricaine et que nous recevons par Duplessis depuis l'Europe. Monsieur Serge, bonjour. Bonjour. Merci, monsieur Serge, d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons que le parti Génération Doué va très bien. Génération Doué, ça va. Génération Doué va très bien. Génération Doué continue de travailler tranquillement. On a baissé un peu nos activités sur les réseaux sociaux, mais sinon on est toujours actif sur le terrain. On continue toujours de travailler. Merci beaucoup, monsieur Serge Leguedayen. Alors, également, pour ce débat, nous avons convié un acteur politique du Togo et qui réside également à la diaspora, monsieur Thierry Koeviakwe, qui fait partie également de l'opposition togolaise, notamment donc du gouvernement de Dr Agbeyome Kodjo, notamment par rapport à la dynamique Monseigneur Kodjo. Monsieur Thierry Koeviakwe, bonjour. Ah oui, bonjour. Et bonjour à tout le monde. Ça fait plaisir de vous savoir aujourd'hui. Bonne et heureuse année à vous et merci également de nous avoir fait confiance et de nous donner de votre temps aujourd'hui. Alors, le premier sujet de ce jour, nous l'évoquerons comme ceci. Le sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine se tiendra en février 2022 et sera l'occasion de marquer cette ambition au plus haut niveau politique. Les relations commerciales entre l'Europe européenne et l'Afrique sont régies par des accords d'association pour l'Afrique du Nord et par l'accord de Cotonou pour l'Afrique subsaharienne. Monsieur Serge Leguedayen, dites-moi comment et quelle appréciation faites-vous et quel est le bilan, quelle est l'appréciation du bilan de l'Union africaine à la fin de l'année écoulée que vous, en tant que parti politique, vous en faites? Ben, le bilan, c'est, comment on appelle, entre l'Union africaine et l'Union européenne. Je pense que depuis 2015, il y a comment dirais-je, il y a des frustrations de part et d'autre, de part et d'autre, que ce soit de l'Union européenne ou de l'Union africaine, puisque l'Union africaine, jusque-là, qui était financièrement dépendant de l'Union européenne, a cherché à mettre en place ces structures de financement pour être indépendant. Et l'Union européenne aussi qui impose souvent, puisqu'ils financent, ils font des dons à l'Union africaine, financent des projets de paix et des projets de développement au niveau de l'Union africaine. Et toujours est-il qu'il y a beaucoup de problèmes en Afrique, des problèmes de guerre dans pas mal de pays africains, qui fait que l'Union européenne devient un peu réticent à continuer de financer certains projets. Donc voilà, et tout ça, ça amène des frustrations de part et d'autre, que ce soit de l'Union européenne ou de l'Union africaine. Je pense que nous nous souvenons tous de ce qui s'est passé à l'époque avec Kadhafi et la Libye, où les pays africains étaient très frustrés de voir
que l'Union africaine n'était pratiquement pas capable de tenir vis-à-vis de ces autres unions, hein, que ce soit plus avec l'Union européenne, puisque l'extrémité, c'est plus l'Union européenne, puisqu'on a vu Sarkozy partir en guerre en Libye, et les pays africains, on leur a pas demandé leur avis, et tout ça, ça avait créé pas mal de frustration aussi. Donc aujourd'hui, l'Afrique essaie beaucoup plus, l'Union africaine essaie beaucoup plus d'être indépendant, avec aujourd'hui les 54 États qui font partie de l'Union européenne, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas le Maroc dans cette union-là. Le Maroc est rentré dans cette union. Et donc aujourd'hui, comme on le voit, hein, par exemple en Centrafrique, les relations entre la France et la Centrafrique qui sont en train d'être redéfinies, les relations entre le Mali et la France qui sont en train d'être redéfinies. Et tout ça fait que l'Union africaine est obligée, je pense, aussi de revoir ses relations avec l'Union européenne, puisque ces pays-là sont des pays africains. Et aussi, ça met en exergue, parce qu'il y avait aussi le problème de colonialisme, puisqu'il y a les accords que l'Union européenne avait avec l'Union africaine reposaient sur ces anciennes colonies françaises et tout. Donc, il y a toujours ce rapport-là qui crée aussi une frustration, que ce soit en Europe ou en Afrique, parce que ça nous rappelle un peu les relations France-Afrique. Et vous savez qu'au niveau de l'Union européenne, la France et l'Allemagne occupent une position assez élevée. Hein. L'Union européenne repose beaucoup plus sur la France et l'Allemagne. Et l'Allemagne aussi qui a soulevé ce point-là en disant qu'il faut redéfinir ces relations-là, ces accords, afin de permettre, en fin de compte, à toute l'Europe d'obtenir des accords qui puissent être vraiment quelque chose plutôt concernant tous les pays européens que plutôt la France avec les pays africains. Donc il y a tout ça aussi à redéfinir. Côté Europe aussi, hein, parce qu'il y a des critiques au sein de l'Union européenne, vu la position de l'Allemagne, et il y a des critiques aussi au niveau de l'Union africaine, entre les pays africains. Et donc, bon, il faut redéfinir tout ça de façon... D'après ce que j'ai compris, c'est que les accords commerciaux, on devait les mettre à part. On devait les mettre à part, c'est plus les financements concernant la paix et le développement. Voilà. Après, je ne sais pas s'ils ont remis les accords commerciaux dans cette discussion-là. Je ne sais pas, mais bon, voilà. Donc, ça, c'est ma position. Les accords commerciaux, comme vous venez de le dire, seront au cœur également donc de la révision des contrats entre l'Union africaine et l'Union européenne, très bientôt et prévu pour le mois de février. Alors, Monsieur Thierry Koviakwe, pour vous qui faites partie également de l'opposition et qui êtes de nationalité africaine, je dois préciser, alors quel est le bilan que vous en faites par rapport à ces relations Union africaine et Union européenne? Cette relation, elle est incestueuse. Nous avons vu que ça n'a pas marché depuis les indépendances. Moi, je trouve qu'il faut d'ailleurs arrêter ce contrat incestueux, comme je viens de le dire. Et c'est un contrat qui est gagnant pour nous, éventuellement le voir, la réaction, parce que la jeunesse africaine aujourd'hui, veut que ces accords-là soient redéfinis, parce que ce sont des accords coloniaux. Donc, il faut que ça s'arrête. Parce que moi, je trouve que l'Union européenne si nos chefs d'État, qui aujourd'hui, la plupart sont devenus des sous-préfets, des vassaux de la France, ou bien de l'Occident, qui défendent plutôt les intérêts occidentaux au profit, disons, sur les intérêts africains, si ils sont sérieux, je pense que cet accord, ils peuvent s'organiser. L'Afrique, nous avons tout. Nous n'avons pas besoin de financement de l'Union européenne. C'est de l'hérésie ou quoi?
moi, je ne comprends pas comment on se permet de se faire dicter sur notre propre continent comment nous devons nous comporter. Mais regardez tous ces jeunes qui vont mourir dans la Méditerranée parce qu'il n'y a pas d'espoir, parce que les plans, les accords n'ont jamais profité à la jeunesse, aux pays africains. Aujourd'hui, nous avons des chefs d'État marionnettes qui font le jeu des Occidentaux et dans des pays comme le Togo, par exemple, même pratiquement dans tous les pays africains, il n'y a pas un hôpital de renom. Il n'y en a pas. Donc, vous savez que quand vous vous faites financer par quelqu'un, vous êtes à la merci de la personne. Donc, c'est ce qui se passe. Parce que les Occidentaux, éventuellement, nous dictent des choses à faire, des projets à faire qui ne nous profitent pas. Donc, nous sommes des consommateurs éternels. Mais il faut que ça s'arrête. Mais pourquoi c'est nous qui produisons les matières premières? C'est nous qui constituons les matières premières. Nos sous-sols viennent prendre des choses pour alimenter leurs industries. Pourquoi ils ne peuvent pas implémenter ces industries-là chez nous? Et aujourd'hui, le taux de chômage est élevé. Donc moi, je trouve que cet accord, cette rencontre Europe, Union européenne, Afrique, il faut que ça s'arrête. C'est caduc. Il faut que ça s'arrête. Il faut que l'Africain, il faut que nous puissions, comme on le voit maintenant, il faut qu'on se mette ensemble pour réfléchir, pour voir comment est-ce que nous pouvons nous battre. Parce que je vous dis la vérité, l'Afrique peut dicter au monde entier sa loi. Parce que toutes les matières premières, pratiquement tout ce qui est matières premières se trouve chez nous, dans nos sous-sols. Mais c'est le manque d'harmonie, le manque d'entente, la diviser pour régner. Et c'est ça qui nous divise, c'est ça qui nous affaiblit. Donc moi je trouve que, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet accord ou cette rencontre en février entre l'Union européenne et l'Union africaine, ça ne donnera absolument rien. Parce que, à moins qu'ils changent ces accords à des accords gagnant-gagnant. Mais on ne peut pas juste avoir un gagnant d'un côté et puis l'autre côté, c'est le perdant. Et c'est toujours l'Afrique. Il faut que ça s'arrête. Bon, là, je m'arrête pour le moment. On va continuer. Alors, pour que cela doit s'arrêter, cela revient de la responsabilité également de tous les Africains qui sont comme vous, intellectuels. Et qu'en faites-vous exactement? Que faites-vous pour également impacter les décisions, ces genres de décisions de l'Union africaine? Puisque vous faites partie des partis politiques aujourd'hui et vous êtes également des acteurs sur qui les peuples comptent pour impacter également ces genres de décisions. Monsieur Thierry Kobiakoué. Mais oui, c'est-à-dire que nous pouvons voir que pendant longtemps, ils nous ont muselés. Ils ont pris ces vassaux, ces chefs d'État, qui sont en fait des chefs d'État, des sous-préfets de la France, particulièrement, parce que qu'on le veuille ou pas, l'Union européenne a mis la France devant. Et c'est eux qui tirent les Africains par le nez. Mais aujourd'hui, nous avons des pays comme le Mali, le Centrafrique, qui a commencé d'abord. Il a changé de partenariat. Parce que ce qui se passait avant, nous avons vu qu'au lendemain des indépendances, les chefs d'État qui ont été nommés démocratiquement ne s'alignaient plus avec la France parce que la France voulait imposer leur désirata aux pays africains. Ces chefs d'État qui ont dit non, on les a éliminés. Nous avons vu des gens comme Sylvanos Olympio chez nous au Togo. Nous avons vu des gens comme Lumumba en République du Congo. Nous avons vu des chefs d'État qui ont été éliminés, tout ça, qui ont été vilipendés, parce qu'ils ne s'alliguaient pas avec, il y a eu des coups d'État. Mais aujourd'hui, la dynamique a changé de camp. Aujourd'hui, les pays comme Centrafrique et puis le Mali, par exemple, se sont donnés les moyens de choisir leur propre partenaire. Aujourd'hui, nous voulons quand même des accords gagnant-gagnant. Donc ça a commencé. Donc vous allez voir que les Français sont frileux aujourd'hui au Mali. Les autorités maliennes ont été très claires que la France
la France fait ses valises et quitte le Mali. La même chose en République centrafricaine. La même chose. Parce qu'ils ont changé de partenaire, ils ont appelé la Russie pour venir aider. Parce que nous avons vu, spécialement au Mali, que pendant 10 ans, les Français, la force Barkhane n'a absolument rien foutu. Ils ont plutôt partitionné le Mali. Et les Français, les Maliens ont vu le jeu venir. Les Centrafricains aussi. Ils ont dit non, la France, ben vous faites vos valises, vous quittez nos pays. Je pense que les autres pays africains doivent emboîter le pas au Centrafrique et aussi au Mali. Okay? Bon, il y a la Guinée aussi qui est sur la même ligne là. Donc, il faut que les autres pays africains, parce qu'aujourd'hui d'ailleurs, la pression de la jeunesse ne permet plus même à ces vassaux, soi-disant chefs d'État, de encore régner sur nous, de nous opprimer. C'est juste une question de temps, vous allez voir. En 2022, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. La pression populaire de la jeunesse africaine est tellement forte que ces soi-disant vassaux sous-préfets français qui se disent présidents ne peuvent plus maintenir ce qu'ils sont en train, c'est-à-dire opprimer le peuple, emprisonner les gens pour leur opinion. Ça va s'arrêter. Donc, disons, l'univers ou l'atmosphère actuellement dans les pays africains a changé. La peur a changé de camp. La pression a changé de camp. Et si les Européens ne s'adaptent pas rapidement, il y a aujourd'hui deux pôles qui se dessinent. Il y a la Russie, la Chine et puis l'Iran. Bon, ils veulent aussi des partenaires. Donc, pour nous, peu importe, celui qui peut faire notre affaire gagnant-gagnant, nous allons, nous allier avec eux. C'est pas pour faire partir un colon et remplacer le colon par un autre. Non, ça va être des partenaires et sur des contrats gagnant-gagnant. Donc les pays africains, les autres pays africains sont là à la porte. Ils vont emboîter le pas au Mali, au Centrafrique aussi. Ouais, merci, Monsieur Thierry. Je n'ai pas eu la réponse dans ma question, puisque vous faites partie de l'opposition. Et je vous posais la question de savoir, puisque nous avons l'honneur de vous accueillir aujourd'hui dans notre émission, et vous faites partie de l'opposition, et notamment vous résidez du côté de la diaspora. Vous êtes un intellectuel qui est impacté, vous, exclusivement à la diaspora. Monsieur Serge Leguedayen, n'est-ce pas que la nature de ces contrats faute un peu les donne du côté donc des relations entre l'Union européenne et l'Union africaine? Oui, bien sûr. Vous savez, comme a dit mon confrère, c'est que depuis les indépendances, il y a eu un contrat qui a été signé entre la France et ses anciennes colonies. Je me souviens toujours, depuis enfant, on nous disait que notre sous-sol, à partir de, je pense, 5 mètres, n'appartient pas aux Centrafricains, parce qu'on avait signé un contrat avec la France. Donc, on peut cultiver tout ça, mais dès qu'on commence à exploiter le sous-sol, il faut que la France donne son accord. Après aussi, il y a les accords militaires. Donc les accords militaires avec la France et tous ces accords-là, on a grandi avec ça. C'est des choses qui étaient cachées. Moi, je pense que j'ai été en possession de ce contrat-là vers 2016. Et donc, du coup, on se dit, ben, ces contrats-là, ça profite à qui? En réalité, ça profite à la France, pas à nos pays africains. Et donc, quand je prends le cas de la République centrafricaine, que je connais, qui est mon pays, on a l'opération Barracuda en 1979 pour renverser Bokassa.
et mettre Dako à la place. Cette opération qui a complètement détruit la RCA, parce que après cette opération-là, on ne s'est jamais relevé de ça. Donc, du coup, il y a ce côté-là, et on a eu notre pays saccagé complètement, hein, saccagé, mais à sec, quoi. Et puis aussi, l'armée française qui était intervenue à Berengo a récupéré la couronne de Bokassa, pas mal de choses qui composaient de beaucoup de diamants et tout. Et je me souviens de Bokassa, avant son couronnement, qui passait sur En France 2, et qui a présenté 2 échantillons de diamants où on lui avait dit que ces diamants-là n'avaient pas de... On ne pouvait pas estimer la valeur de ces diamants-là. Donc tout ça, c'est des biens de la République centrafricaine où on ne sait pas là où ça se trouve, parce que par rapport à cette opération Barracuda, certainement Giscard, à l'époque, qui était président, a eu à récupérer pas mal de choses qui appartiennent à la République centrafricaine. Vous voyez? Donc, ces accords-là, ces militaires-là sont restés là jusqu'en 96, quand Patassé est arrivé et qu'il disait que la France devait quitter, comment on appelle, la République centrafricaine. Derrière ça, Patassé a commencé à subir ce qu'on appelle les mutineries en Centrafrique. Et donc, les mutineries qui ont complètement mis notre pays à terre jusqu'aujourd'hui. Donc, vous savez, même Kolimba, quand Kolimba était président pendant 12 ans, il y avait un Français de la DGSE, Monsieur Mention, à l'époque, qui était là et qui a à peu près gérer les choses. Donc, vous voyez, c'est une relation incestueuse, comme a dit mon confrère. On ne peut pas continuer comme ça. Et surtout, c'était ancré dans la tête des Africains que nous, on ne peut rien faire sans la France. Ça aussi, c'est un problème parce que je veux bien accuser la France. Oui, ils ont fait des choses concrètement qui nous ont marqués, et tout ça, nos leaders qui ont été assassinés et tout. Mais si vous voyez aussi de l'autre côté, c'est de notre faute aussi. Moi, je me souviens, quand je partais aux élections, je me préparais à aller aux élections, systématiquement, tous les Centrafricains sur qui je voulais compter pour me soutenir et tout, à chaque fois, on me disait, oui, il faut que tu vois les autorités françaises, il faut que tu discutes avec eux, il faut qu'ils te supportent. Et c'est devenu même pour des opposants en Centrafrique que quand ils sont reçus au Quai d'Orsay, les gens sont tout fiers parce qu'ils ont été reçus au Quai d'Orsay, donc ils vont être forcément présidents en Centrafrique. Vous voyez, donc c'était ancré dans notre mentalité. Les gens ont oublié que nous sommes des pays indépendants, nous avons une autre indépendance et que nous pouvons décider. Nous pouvons décider. La preuve en est. On a vu en Centrafrique, on a vu au Mali, voilà, ils ont décidé et c'est comme ça. Et c'est comme ça que vous redéfinissez les relations. C'est comme ça parce que là maintenant, je pense que la France va prendre en considération tous ces pays-là et discuter sérieusement avec eux s'il doit avoir des accords parce que de toute manière, on est là pour faire des accords avec tous les pays. Hein. C'est pas quitter, comme a dit mon confrère, quitter un colon pour partir chez un autre colon, on peut pas continuer comme ça. Donc, on fait des relations, ça doit être des relations commerciales, politiques, militaires et tout, mais c'est des relations qui doivent profiter de part et d'autre. Parce que nous sommes assis sur des richesses sous-sol, c'est vrai, sauf que nous sommes les pays les plus pauvres au monde, alors que nos sous-sols regorgent de richesses. Pourquoi ? Parce que tout ça aussi, c'est de la médiocrité de notre côté. On n'a pas su faire les choses, on n'a pas su faire les contrats, donc on est toujours dans des relations avec la corruption qui gangrène nos nations. Donc, il y a les mots de ce côté-là du colon et il y a les mots de notre côté où on a préféré privilégier la médiocrité, privilégier la richesse pour quelques personnes et puis martyriser la majorité. Donc, vous voyez un peu, je vais encore pousser le concept plus tard, mais c'est à peu près ça. Il faut redéfinir les choses et la force. Il faut savoir que ce sont nos pays. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Personne avant,
les familles se mettaient devant leur radio à 20 heures ou devant leur télévision à 20 heures pour écouter les informations. Ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, il suffit que tu prends ton téléphone, tu t'assois, tu fais un live sur Facebook, sur YouTube, sur n'importe quel réseau social. À travers le monde va avoir accès à ces informations-là. Donc, les choses ont changé. Et donc, nous avons aujourd'hui cette possibilité de pouvoir faire les choses et ne pas subir le courroux que ce soit de la France ou de qui que ce soit, de nos anciennes colonies. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais on va continuer le débat et on va approfondir. On va aller sur beaucoup de choses. Merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Nous allons vous convier surtout sur notre chaîne YouTube. Allez-y, visitez-nous sur notre chaîne YouTube puisque l'émission sur Facebook va s'arrêter en un moment donné. Et puis c'est le YouTube. Nous préférons plus le YouTube. Et sur le www.afrowebtv.com/live, vous nous retrouverez aussi facilement pour continuer cette émission et débattre avec nous. Vous pouvez aussi, vous aussi, participer à cette émission composant le plus 1 319 462 89 79. Je rappelle que nous sommes avec le président de la génération Doué en République centrafricaine. Voilà, génération Doué Centrafrique. Yeah. Avec M. Serge Leguedayen et M. Thierry Kouevia qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, M. Félix Tshisekedi, le président en exercice également donc, de l'Union africaine, prenait la tête également de cette institution février 2021. Et M. Thierry Kouviakwe, avez-vous trouvé par exemple les objectifs de l'Union africaine pendant l'année écoulée qui ont été atteints et qu'est-ce qui a manqué vraiment à l'Union africaine d'atteindre les objectifs assignés pour l'année 2021? Oui, mais écoutez, est-ce que, d'emblée ou d'intro, est-ce que les objectifs fixés, qui ont toujours été fixés par l'Union européenne, est-ce que ces objectifs-là ont une fois été atteints ou même suivis? C'est des objectifs. Moi, je pense qu'ils se rencontrent, ils se fixent des objectifs. Pour se fixer des objectifs, mais il n'y a pas un travail de fond, il n'y a pas un travail sérieux qui se fait pour atteindre ces objectifs-là. Vous voyez? Donc, en 2021, les objectifs qui ont été fixés par l'Union africaine n'ont pas été atteints. Il faut juste regarder le précaré de la République démocratique du Congo. Regardez l'état dans lequel ce pays et Tshisekedi, qui est le chef de l'État de ce pays-là, ce pays est corrompu et la corruption croît journalièrement. Et ça, c'est aussi un des objectifs, c'est-à-dire éliminer la corruption dans les pays membres de l'Union africaine. Donc, si vous voulez mon avis, selon ce que nous avons vu tout au long de 2021, non, les objectifs fixés n'ont pas été atteints du tout, loin de là. J'en ai terminé, on peut avancer. Vous aurez compris que je fais également la technique et je suis en train de régler beaucoup de choses à la fois, ça fait plaisir. Alors, on a vu M. Félix Tshisekedi entreprendre beaucoup au cours de l'année 2021 et véritablement il sera encore en février prochain pour reviser les contrats de l'Union européenne. À qui profite, puisque vous l'avez dit vous-même, M. Serge Leguedayen, à qui vraiment profite la révision de ces contrats entre l'Union européenne et l'Union africaine? Et que doit faire l'Afrique face à ces grandes décisions? À qui profite je ne sais pas. Il faut déjà voir le contenu de ce contrat-là pour dire à qui profite. Les Africains, aujourd'hui, les pays africains, ils sont assez grands. On est au XXIe siècle. On ne peut pas continuer avec certaines pratiques. Donc ça, il faudrait qu'ils le mettent dans leurs accords de façon que
les contrats soient gagnant-gagnant, hein, que ça puisse profiter réellement à l'Afrique. Parce que la réalité, c'est que, comme je le disais, on a des sous-sols riches, toute l'Afrique, hein, c'est comme ça. Et malheureusement, quand on voit l'Occident qui n'a rien, ben, ce sont ces gens-là qui sont largement devant et tout. Pourquoi? Et nous, nous sommes la plupart des pays africains, il faut voir, c'est des pays du tiers-monde, comme on le dit. Donc, des pays pauvres. Et c'est vrai, parce que tu vas en Afrique, il y a des problèmes d'hôpitaux, des problèmes d'école, problèmes de route, problèmes de sécurité. Et c'est vrai, en Afrique, tu peux avoir de l'argent et mourir. C'est pour cela que les gens sortent pour aller se soigner à l'extérieur. Donc, pourquoi nous sommes dans cet état-là et si on fait des accords, en quoi ces accords-là nous profitent? En quoi ces accords-là peuvent permettre à tous ces pays africains de petit à petit se relever, fixer des objectifs qu'au bout de 50 ans, qu'on puisse avoir le minimum nécessaire comme en Europe. Et tout ça, mais ça, c'est de la volonté des présidents africains qui font partie de l'Union européenne. Moi, je me rappelle quand Kagame était devenu président de l'Union africaine, tout le monde était excité en Afrique parce qu'on a vu ce que Kagame a démontré au Rwanda. Et ce que Kagame a démontré au Rwanda, c'est quoi? C'est la relation que Kagame a établie avec tous ces pays occidentaux, que ce soit l'Allemagne, la France et tout. Il a fixé des règles claires et nettes qui profitent aux Rwandais. Donc, c'est ce qu'il voulait aussi un peu ramener au niveau de l'Union africaine. Mais vous savez, les pays d'Afrique, il y a des pays qui sont dans une autre dynamique et d'autres pays qui sont dans une autre dynamique. Il y a des pays qui ont des relations très étroites avec, que ce soit la France et tout ça, ou certains pays européens, et qui suivent ce que leur dicte la France. Et vous avez des pays qui sont en rupture et tout ça, où vous prenez des pays, par exemple, comment on appelle, de l'Afrique de l'Ouest. On prend le Nigeria, on prend le Ghana, tous ces pays-là. La France n'a pas d'influence sur ces pays. Et vous avez vu, quand ils ont défini, les pays africains, de créer une monnaie pour nous, c'était compliqué. C'était compliqué parce que il y a des pays qui sont pour que on continue les relations avec la France en transférant certains trucs du franc CFA sur cette nouvelle monnaie. Et tu as des pays qui ont mis leur veto, comme le Ghana, le Nigeria et tout ça. Des pays qui ont leur propre monnaie, qui ont leur économie, qui sont assez fortes et qui ne dépendent pas de la France. Donc vous voyez, c'est assez complexe ce qui se passe en Afrique. C'est que on n'a pas compris que nous sommes dans un seul continent. On prend l'Europe aujourd'hui. Avant, on avait la France, l'Allemagne, la Suisse, tous ces pays-là. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, mais on avait l'Espagne et tout ça. Je me souviens à l'époque, les gens disaient oui, mais on va pas faire la même monnaie parce que l'Italie n'a pas la même puissance économique que nous, la France. L'Espagne n'a pas la même puissance économique que nous, la France. Si on fait, comment on appelle, la même monnaie, ça va pénaliser ou ça va favoriser certains pays et tout. Aujourd'hui, on n'en parle plus. L'euro existe déjà près de 20 ans. L'euro est là. L'euro existe et ça marche. Vous voyez? Donc, nous, pourquoi est-ce que nous, Africains, on n'est pas capable de s'appuyer sur cette Union africaine-là et de pouvoir faire quelque chose qui puisse bénéficier à notre continent? Aujourd'hui, en face de l'Amérique, on a une puissance qui est l'Union européenne, et en face de l'Union européenne, on a une puissance qui est la Russie avec la Chine et tout ça, et nous, en Afrique, toujours, on n'arrive pas à s'entendre pour avoir une union qui puisse vraiment nous protéger et discuter de tout ce qui est relations commerciales, militaires et tout ça avec les autres continents. Donc, vous voyez, il y a un problème et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'on est capable de mettre nos égos de côté et d'être humble et de faire des choses qui profitent à notre continent? Et si ça profite à notre continent, certainement ça profitera aux pays qui sont sur ce continent-là. Donc,
c'est à nous de voir. Et ça, quand on revient au niveau des pays, vous allez voir les divisions entre les gens du pays qui font que les autres viennent régner sur nous. Voilà, donc c'est des choses toujours à voir. On a du mal à privilégier les nôtres, on a du mal à permettre aux nôtres d'aller de l'avant. J'ai l'impression qu'il faut, quand les autres veulent avancer, il faut qu'on les étouffe et tout. Et on est comme ça. Et je me souviens d'une dame ivoirienne qui parlait d'un panier de crabes. C'est que vous mettez des crabes dans un panier et vous laissez le panier ouvert. Mais les crabes, ils vont pas s'en sortir. Ils vont pas sortir du panier parce que celui qui veut sortir, ils vont le pincer, il va revenir. Et nous sommes comme ça en Afrique, malheureusement. Et ça, il faut, je sais pas, mais comme on le dit, les mentalités sont en train de changer. Les mentalités sont en train de changer aussi. Pourquoi? Parce que, moi j'entends souvent certains Africains dire que nous, qui sommes sortis, qui sommes allés en Occident, étudier, atteindre un certain niveau, nous sommes les nègres de maison. Faisons allusion à l'époque coloniale ou à la traite négrière aux États-Unis, où on a les nègres de maison et on a les nègres de champ. Et donc nous sommes les nègres de maison parce que nous sommes venus en Europe, nous avons étudié en Europe ou dans le monde occidental, que ce soit aux États-Unis et tout, et que nous ne faisons rien pour profiter. C'est complètement faux. Vous savez, le niveau qu'a atteint ces pays occidentaux est très puissant. Nous avons, la réalité c'est quoi? C'est que nous avons un sous-sol riche. Mais qui sait travailler le diamant? Est-ce que nous savons travailler le diamant? Est-ce que nous savons travailler le pétrole? Est-ce que nous avons les compétences, les connaissances? Non, ces gens-là sont en avance chez nous. Sur nous. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des jeunes Africains se former. Parce que plus on sera formé sur ces technologies-là, plus on pourra nous-mêmes exploiter. Si vous prenez la réalité, le pétrole par exemple, qui exploite le pétrole en Afrique? Total, Texaco, tout ça, des compagnies américaines, européennes et tout ça. Est-ce que vous connaissez une compagnie africaine qui se dit, bon, ok, je vais aller en Centrafrique exploiter le pétrole, je vais aller au Nigeria exploiter le pétrole. Mais pourquoi est-ce que les partis politiques de l'opposition n'en créent pas, par exemple? On a constaté que les partis politiques, surtout de l'opposition, n'arrivent pas à créer des emplois aux jeunes du côté donc de l'Afrique. Mais est-ce que le rôle d'un parti politique, c'est de créer des emplois? On a constaté que la plupart du temps, c'est parce que vous n'avez pas des assises, par exemple des compagnies qui permettent aux jeunes d'évoluer dans des domaines donnés. Par exemple, quand on prend le cas de certains pays africains, les partis politiques de l'opposition n'ont pas, par exemple, des chaînes de télévision, n'ont pas, par exemple, des compagnies. C'est ce que les gens disent. C'est ce que les Africains disent. Pourquoi est-ce qu'ils se posent tout le temps cette question? Mais parce que... Les partis politiques, par exemple, M. Serge Leguedel n'est pas directeur d'entreprise du côté de la République centrafricaine. Mais c'est simple, je vais vous dire une chose, c'est simple. Parce que le rôle d'un parti politique, c'est pas de faire du business. On est d'accord. Le rôle d'un parti politique, c'est de militer et d'un jour accéder au pouvoir et pouvoir mettre en pratique son programme. Justement, quand on prend le cas, par exemple, du pays de Patrice Talon, M. Serge Leguedel, par exemple, c'est un président à la base qui est un entrepreneur, qui a eu des entreprises dans le pays et après qui a accédé facilement à la présidence. Ce qui lui a permis, au peuple de le voter aussi facilement et de galvaniser beaucoup de personnes, d'inclure également dans sa ligne beaucoup de jeunes dynamiques, d'avoir des entreprises par ici et par là. Et pourquoi est-ce que les autres partis de l'opposition n'en font pas? Et il y en a combien comme Patrice Talon? Il y en a combien comme Patrice Talon? Il y en a comme vous. Il y en a comme M. Thierry Koyakoy. Non, je dis, les présidents qui sont en place, il y en a combien comme Patrice Talon? Mais c'est une méthode que vous pouvez également vous aussi utiliser. Voilà, donc on connaît que vous
vous vivez à la diaspora, Non, et mais que vous avez vous des chiffres savez, d'affaires. en fin de compte, vous savez, le mal est profond en Afrique. C'est qu'on mélange tout, on mélange tout, on mélange tout. Vous savez, Babo disait que lui, il disait qu'il allait être président. Quand il a discuté avec l'un de ses amis lui a dit, moi, je vais d'abord faire du business, après je deviendrai président. Et Babo lui a dit, moi, je vais militer et je deviendrai président. Babo est devenu président, mais son ami est devenu très riche. Vous voyez, le problème chez nous, c'est que on mélange tout parce que les hommes politiques considèrent la politique comme un moyen d'accéder rapidement à de la richesse et de devenir riche, alors que ça ne devait pas se passer comme ça. Vous prenez par exemple Trump, il est vachement riche. C'est pas parce que Trump est riche qu'il est devenu président aux États-Unis, mais parce qu'il avait un programme où il a convaincu les Américains. Vous voyez? Et quand Trump est devenu président, qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait toute une batterie d'avocats qui devaient tout faire pour scinder sa gouvernance en tant que président des États-Unis et ses entreprises. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle des conflits d'intérêts. On ne peut pas demander. Déjà, je prends un pays comme la Centrafrique où vous avez l'instabilité politique tout le temps, constamment, tout le temps, tous les 10 ans, coup d'État, tous les 10 ans, coup d'État. Instabilité politique. Vous allez aujourd'hui, vous investissez. Au bout de 10 ans, quand votre business commence à être rentable, on vient, on vous casse tout. On casse tout. Et je vous donne des choses concrètes. On avait une entreprise de textile centrafricaine, Ucatex. On a cassé, tout cassé. Mais cassé, hein, cassé. Il y avait la brasserie Mocaf, cassé. Il y avait Socasig, cassé. Pas mal d'industries comme ça qui existaient dans le pays ont été cassées. Donc, nous, aujourd'hui, vous me demandez, par exemple, moi, d'aller être acteur économique en Centrafrique. Ok, je peux aller devenir acteur économique en Centrafrique, mais quand je n'ai pas les conditions pour pouvoir exercer, faire du business et tout, comment voulez-vous que le pays avance? Donc, la responsabilité, c'est la responsabilité des gens, de nos gouvernants, des gens qui sont au pouvoir. C'est à eux de créer les conditions pour qu'il y ait investissement, pour que les gens viennent investir. C'est pas forcé que ce soit les fils du pays qui investissent dans le pays. Vous allez au Rwanda, les gens viennent de partout pour investir au Rwanda. Parce que M. Kagame a créé les conditions. Il y a de la stabilité politique, il y a tout. Donc, ils peuvent venir faire du business. Vous allez dans n'importe quel pays, chez nous là par exemple, tu veux aller créer de l'entreprise, on va commencer à te poser des conditions, des choses et tout. Il faut commencer à grincer les pattes des gens et tout. Comment veux-tu qu'on y arrive? Voilà la réalité. Donc, c'est un faux débat de dire que non, les hommes politiques ne sont pas des businessmen. Ok, tant mieux si quelqu'un fait du business, tant mieux si quelqu'un fait du business et qu'il vient faire de la politique, tant mieux. Mais c'est défini où qu'il faut faire du business pour aller faire de la politique. Non, c'est un faux débat. On est toujours en train de tourner en rond. Au lieu de regarder en face et de dire, ok, parmi tous ces potentiels que nous avons, qui est capable de venir, d'apporter un programme, quelque chose que nous, on peut soutenir pour qu'on puisse mettre des institutions solides, bien en place, afin que nos pays fonctionnent et qu'on donne la chance à tout le monde. Niet. Voilà. Donc, je vais vous dire, la population africaine est corrompue. Corrompue parce que quand quelqu'un veut devenir président, on pense systématiquement que cette personne est riche et que cette personne doit nous distribuer de l'argent. Voilà. Donc, il y a ça. 2, quand vous prenez un parti politique, les membres du parti politique ne cotisent pas. Dès qu'il y a un décès, on va voir le président parce que c'est le président qui a de l'argent. Dès qu'il y a quelque chose, on va voir le président. Dès que ma femme est malade, je vais voir le président. Et tout. Et le président, ce n'est pas le cas, par exemple, ce n'est pas le cas partout, monsieur Serge Guéden. Quand on prend par exemple du cas de la majorité avec ses collaborateurs, on prend le cas de Dr Agbome, ce n'est pas seulement Dr Agbome qui a de l'argent, il y a probablement tous les collaborateurs de Dr Agbome comme monsieur qui sont vous imaginez mais vous imaginez, vous êtes en train de dire que
Les gens, parce qu'ils sont riches, ils doivent prendre leur argent pour distribuer. Mais comment Je ne dis pas vous savez distribuer, comment mais quand même contribuer au développement de la jeunesse africaine. On va revenir en mieux, puisqu'on aura encore d'autres questions sur la même question. Monsieur Thierry Kodiakwe, non, mais moi je me dis clair et net. C'est un faux débat. Serge, on va encore revenir sur ce cas si on vous recevoir en tant qu'invité spécial pour discuter de votre cas précis et de votre cas d'espèce. Monsieur Thierry Kodiakwe, répondez à la question posée. Voilà la place. Monsieur Thierry Kodiakwe voit la place donc de Félix Tshisekedi, le président en exercice de l'Union africaine. Que ferez-vous à quelques jours donc de la révision des contrats entre l'Union européenne et l'Union africaine? Bon, écoutez, avant de répondre à cette question-là, je voulais éclaircir un point qui avait constitué le point chaud tout à l'heure. Par exemple, dans nos pays, si les chefs de partis politiques ou l'opposition ne pouvaient pas créer des emplois. Et oui et non, c'est possible. Mais le problème, c'est que la dynamique dans nos pays ne permet pas. Et je suis d'accord avec ce que M. Serge est en train de dire. Parce que même chez nous, au Togo par exemple, et dans d'autres pays, quand tu es un opposant sérieux, d'abord, tu perds ton boulot. Si aujourd'hui, la plupart du temps, c'est des gens de la diaspora qui font porter leur voix un peu plus haut, parce que aujourd'hui, nous ne dépendons pas de l'économie de nos pays, par exemple. On peut, vous et moi, on peut se mettre ici et parler comme on le fait. Mais dans nos pays, quand tu es au pays, c'est impossible. Même dès que tu sors de ce débat-là, de cette émission-là, les militaires t'attendent dehors. Ou bien leur sécurité t'attend dehors. Et là, on a vu des opposants qui ont perdu leur vie. Les gens ont perdu, ils n'ont plus de situation financière. Hein? Par exemple, il y a des opposants chez nous qui aujourd'hui n'ont pas leur boulot, on les a balancés, on leur paye plus parce qu'ils ont pris position contre le pouvoir. Donc, il faut que ça, c'est des choses qui doivent s'arrêter. C'est pour cela, il y a un défi majeur pour Tshisekedi, le président Tshisekedi, même avec ses contrats. Parce que le nouveau contrat, revoir le contrat, redéfinir les choses, oui, ils vont le redéfinir. Mais ce qui va arriver, c'est que il y a des gens, comme des présidents, comme je l'ai dit, des vassaux de la France ou de l'Occident, ces vassaux-là ou ces sous-préfets de l'Occident qui sont là, qui se disent présidents, parce qu'ils sont mal élus. Alors, quand ils sont mal élus, quand tu es mal élu, par exemple, okay, quand on t'impose, quand on te donne une feuille de route qui va même à l'encontre des intérêts de ton peuple, tu l'acceptes parce que tu es mal élu. Voilà la réalité. Vous comprenez? Voilà la réalité de ce qui se passe, malheureusement. Donc, il va falloir que nous balissons, nous voyons, il faut qu'on balaye tous ces chefs d'État-là, il faut qu'on les balaye, tous ceux qui travaillent contre les intérêts de leur pays, de leurs concitoyens, il faut les balayer par tous les moyens. Soit ils s'adaptent, ils changent, mais sinon, moi je dis que même revoir le contrat, redéfinir le contrat, que la lourde tâche que M. Tshisekedi a, ça va être difficile à atteindre. Ils peuvent le faire. Mais les Occidentaux savent qu'ils ont des gens qui travaillent pour eux, qui tiennent par le bout du nez, parce qu'ils ont été mal élus. Ils ont fermé les yeux dessus. Aujourd'hui, les élections en Afrique sont validées à l'Élysée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des bêtises. Vous voyez? Donc, c'est ces gens-là qui sont à la tête de nos pays, mais qui respectent la ligne de conduite à suivre, que ce que ils vont, même s'ils se rassemblent pour définir quelque chose à l'Union africaine, bon, ils vont le respecter ou ne vont pas le respecter. Moi, je pense que les accords vont se redéfinir automatiquement avec l'attitude de la Centrafrique, l'attitude de la Centrafrique, l'attitude comme celle du Mali, de la Guinée. C'est ça qui va changer, qui va redéfinir.
Parce que c'est ça qui va mettre au pas l'Union européenne, que les choses, la dynamique a changé. Ça ne peut plus continuer comme avant. Oui, mais M. Kovac, que tous les peuples n'arrivent pas à faire comme le Mali ou la Guinée. Et ce n'est pas la même ambiance comme, par exemple, en République centrafricaine. Oui, mais en République centrafricaine, ils ont signifié, le président a signifié à la France qu'elle n'est pas la bienvenue. Donc, éventuellement, aujourd'hui, ils ont, parce que je pense que ce qui s'est passé en Centrafrique, bon, monsieur Serge est là, il peut nous le dire, mais ils ont perdu une partie de leur territoire. Et c'est les Russes, malgré qu'il y avait les Français là-bas, ils avaient perdu une bonne partie de leur territoire. Et c'est les Russes qui les ont aidés à recouvrer l'intégrité territoriale. Et la même chose au Mali. Au Mali, ils ont perdu plus de 80% de leur territoire, au su, au vu, en présence de la force Barkhane. Et les Maliens qui ont dit non. Mais comment vous pouvez nous empêcher de survoler notre propre territoire? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça a un sens pour vous? La France interdit à l'armée malienne de survoler son propre territoire pour dégager les djihadistes. Mais les Maliens ont dit non. Donc il faut un leadership tel que nous le trouvons aujourd'hui au Mali, qui se lève pour dire, mais écoutez, ça suffit là. Mais aussi longtemps, aujourd'hui, nous avons vu Tshisekedi qui est parti à l'Élysée pour demander de l'aide. Quelle aide? Nous n'avons pas besoin d'aide. Si nous avons besoin d'aide, ça doit être des aides gagnants-gagnants. C'est tout. Les aides gagnants-gagnants. Cette rencontre aussi dont nous parlons, qui aura lieu dans quelques jours, sera aussi focalisée sur le renforcement des relations commerciales de l'Union européenne avec l'Afrique subsaharienne. Alors, c'est vrai que vous vous dites, tout le temps que vous n'avez pas besoin d'aide, comment allons-nous faire si nous n'avons pas d'aide? Monsieur Thierry je dis l'aide. Okay, ce que je suis en train de dire, c'est que l'aide que nous avons actuellement, la nature de l'aide que nous recevons aujourd'hui, c'est comme des assistés éternels. Vous comprenez? Alors, vous m'avez posé la question de savoir si je suis le président Tshisekedi, qu'est-ce que j'allais faire? Mais dans le contrat qui est à redéfinir, nous allons imposer des contrats gagnant-gagnant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il nous faut des industries de transformation aussi chez nous. Pas seulement venir prendre des choses chez nous, parce que ce qui se passe, quand ils viennent, c'est eux qui fixent le prix. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous pouvez aller dans un supermarché ici, et vous allez dire au propriétaire du supermarché, ce gombo ici, ou bien ce yaourt, moi je vais l'acheter à ce prix. Mais non! Il y a un prix qui est fixé par le magasin. Vous comprenez? Mais chez nous, ce n'est pas ce qui se passe. C'est les Occidentaux qui viennent, surtout la France, qui viennent dire, d'ailleurs, ils viennent même prendre des choses gratuitement. Et non seulement ils prennent des choses gratuitement, ils polluent aussi l'environnement. Vous voyez? Donc, c'est des choses qu'il faut mettre dans le contrat. Si contrat, il doit y avoir, s'il y a contrat qu'on doit continuer avec l'aide ou bien la coopération, je vais appeler surtout ça la coopération. Il faut que ça soit bien redéfini et respecté. Parce que sinon, ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique, au Mali, en Guinée, c'est ce qui va se passer dans les autres pays africains. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine voit clair. Il dit, mais ça ne peut plus continuer, surtout avec l'aide. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la diaspora africaine a un poids tel que nous voyons ce qui se passe. Des gens qui disent que non, et au pays, nous sommes des nègres de maison, c'est du n'importe quoi. Moi, je trouve que la diaspora africaine fait beaucoup plus de sacrifices que qui que ce soit. La diaspora africaine fait plus de sacrifices que qui que ce soit. Il faut juste voir les transactions de la diaspora dans nos pays africains. Il faut voir. Il faut le voir. Donc, c'est ça. Donc, oui, allez-y, s'il vous plaît. Oui, alors, M. Serge Delguedayen, nous sommes en dernier, il nous reste 2 minutes pour clôturer cette première partie de l'émission. Que doivent faire les présidents africains à l'orée donc de cette rencontre de révision de contrat avec l'Union européenne?
Non, mais c'est simple. Il faudrait que les présidents africains se mettent ensemble, qu'ils s'entendent déjà, qu'ils s'entendent avant d'aller discuter avec l'Union européenne. S'ils ne s'entendent pas, parce qu'on peut parler du président Tshisekedi, mais le président Tshisekedi n'a pas de baguette magique. C'est la communauté. Il représentera juste la communauté. Donc, c'est à la communauté, à tous les présidents de s'asseoir ensemble et de clairement définir déjà leurs besoins et quel rapport ils veulent avoir avec l'Union européenne. Parce que ici, on parle des accords. Donc, accord, ça doit profiter et à l'Union européenne et à l'Union africaine, donc aux pays africains et aux pays européens. Parce qu'il ne faut pas aussi que nous, parce que le problème d'aide, ça m'énerve toujours quand on parle d'aide. Il n'y a pas d'aide en réalité. Il n'y a pas d'aide du tout. Hein, on parle d'aide budgétaire, de ceci, de cela, il n'y a pas d'aide. Parce que il faut savoir que les pays européens, tous ceux qui vivent en Europe payent les impôts. C'est avec ces impôts-là que l'Union européenne fait des choses. Que ce soit la France et tout ça. Donc, vous voyez, ici, si tu ne payes pas tes impôts, c'est très mal pour toi. Ça va très, très mal se passer pour toi. Donc, comment vous pouvez dire que ces pays-là prennent leur argent pour aller donner gratuitement aux pays africains? C'est pas possible. Donc, on parle d'aide, mais normalement, c'est pas des aides. Donc, c'est à nous de définir qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter et nous aussi, qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Parce que c'est gagnant-gagnant. Il faut qu'eux aussi gagnent. Ils peuvent pas seulement prendre leur argent là-bas, donner à l'Afrique, parce que nous, on est quoi? Et puis, on dit toujours qu'il faut apprendre à un enfant à pêcher que de lui donner le poisson. Il faut qu'à un moment donné qu'on arrête. Il faut qu'à un moment donné qu'on se prend en charge. Il faut qu'à un moment donné qu'on dit non, mais ok, c'est bon, c'est bien, c'est bon maintenant, même si on doit traverser des moments difficiles, il faut qu'on se serre la ceinture, qu'on puisse essayer de faire les choses par nous-mêmes. On y arrivera. C'est pas un miracle, c'est juste question de volonté. Donc moi, je dis tout simplement, le président Tshisekedi, il préside juste l'Union africaine, mais c'est pas lui qui prend la décision, c'est la communauté. Donc il faudra que tous nos présidents s'entendent, qu'ils voient aujourd'hui que le monde est en train de changer, le monde est en train de prendre une autre direction. L'Afrique, la jeunesse africaine, toute la diaspora, ceux qui sont sortis, qui ont étudié dans le monde occidental, ils ont compris beaucoup de choses. C'est pour cela que la donne est en train de changer au niveau de l'Afrique. Donc il faut qu'ils comprennent ça, il faut que nos présidents, même si c'est des sous-préfets de la France, qui prennent du recul par rapport à ça et qui puissent s'adapter et être en phase avec la jeunesse africaine. Et c'est bon. De toutes les manières, c'est pas ça qui fera disparaître l'Europe. L'Europe va toujours exister. L'Europe aura toujours des relations avec l'Afrique. Mais il faudrait que ces relations-là nous profitent concrètement. Parce que quand la France va chercher l'uranium au Niger pour ramener ici, ça profite à la France, puisque la France met ça dans ses centrales nucléaires, alimente la France en électricité et permet à la France de se développer, mais aussi vend de l'électricité en Allemagne, en Espagne, à tous les pays d'à côté. Donc ça lui fait de l'argent. Vous voyez? Donc c'est ça. Il faudrait que, quand on va prendre le minerai là-bas, au Niger, il faudrait aussi que ça profite au Niger, que le Niger puisse avoir des hôpitaux, des routes, des écoles, des entreprises qui permettent d'embaucher cette jeunesse-là et que les gens puissent vivre bien dans leur pays. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité, ce sera votre mot de fin pour cette première partie de notre émission Envie de la diaspora. Merci d'être avec nous, merci à vous tous qui nous suivez également sur notre chaîne YouTube. On va faire une pause d'1 minute et revenir pour la seconde partie et aborder les défis des dialogues en Afrique. Merci et restez toujours scotchés. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro Web TV l'actualité politique, économique et sociale, bref,